Vous écoutez Goliath, saison 2, épisode bonus. Quand il y a une crise alimentaire, c'est presque toujours aux multinationales de l'agro-industrie que l'État s'adresse, comme s'ils étaient les seuls à pouvoir nous nourrir. En fait, nourrir, ce n'est pas tant leur objectif, ou du moins ce n'est pas le seul. Dans le premier épisode de cette saison de Goliath, Yvan Logvenov et Christine Falleron décortiquaient les difficiles relations entre les éleveurs porcins bretons et leur coopérative, la Coperle. C'est tout un modèle industriel et coercitif qu'ils ont documenté. Et ce modèle, on le retrouve ailleurs, car il fait système dans le monde agricole. Dans ce bonus, c'est avec la journaliste indépendante Sophie Chapelle que nous allons l'explorer. Sophie Chapelle est enquêtrice et travaille sur l'agroalimentaire depuis de longues années, notamment pour le média indépendant Bastamag. Quand on se promène dans un magasin, on ne se rend pas compte à quel point les coopératives agricoles sont partout autour de nous. Il faut imaginer que c'est une marque alimentaire sur 3 qui est issue des coopératives agricoles. C'est 3 agriculteurs sur 4 qui travaillent dans des coopératives agricoles. Au niveau national, les coopératives agricoles, c'est plus de 2300 entreprises. Et après, au sein de ces coopératives agricoles, on va avoir des énormes coopératives, des mastodontes et des plus petites. Alors, par exemple, on sait que la Coperle, ça fait partie des 10 plus grandes coopératives françaises. Mais alors, qui sont les autres ? Alors, on a par exemple InVivo. InVivo, les marques, c'est Gamme Vert ou Jardiland. On a aussi Agrial. Alors, ça vous parlera peut-être si je vous dis Braise Cola ou Florette. Il existe aussi Sodial parmi ce top 10. Alors, Sodial, c'est Candia, Yoplait, Cœur de Lion. On a également Tereos, donc côté sucre, avec la marque Béguincet. Eureden avec Paysans Bretons et Dossi. Triscalia, c'est Prince de Bretagne. Et puis enfin, dans ce top 10, on a la coopérative Lourberie, qui produit notamment la marque Laberry. Alors, il y a vraiment eu une grosse évolution. Alors, peut-être faire un rapide historique. En fait, les premières coopératives agricoles, elles sont apparues en 1888 en Charente-Maritime. Et à cette époque-là, donc, c'est des éleveurs d'une petite commune qui s'appelle Chaillé, donc des éleveurs de lait et qui étaient déjà confrontés à cette époque à une surproduction. Et alors, ils décident de mutualiser leurs forces et leurs moyens. Pourquoi ? Parce qu'ils font face à des acheteurs en face qui sont de plus en plus concentrés et qui imposent déjà à l'époque leur prix. Donc les coopératives, elles vont d'abord se développer dans le secteur laitier. Ensuite, elles vont aussi se développer dans le secteur viticole. Les premières coopératives donc dans les vignes, elles apparaissent dans les années 1920. Et puis après, les coopératives, elles vont aussi se développer dans le secteur céréalier, plutôt dans les années 30. C'est une longue histoire que celle des coopératives agricoles. De regroupements d'agriculteurs et de quelques agricultrices, elles sont devenues des entreprises de plus en plus grosses. Et en 2025, le mouvement de leur fusion-acquisition s'est accéléré comme jamais. Et lorsqu'on écoute leur directeur, c'est pour faire face aux aléas climatiques, aux instabilités politiques et géopolitiques. Donc on a un panorama en fait des coopératives agricoles qui est extrêmement divers, avec vraiment des mastodontes, et puis on a plein de petites structures coopératives agricoles dont le fonctionnement va varier. Et j'ai le souvenir d'avoir discuté avec un directeur d'une petite coopérative viticole qui me disait, en fait, le problème, c'est pas le statut dans la coopérative agricole. C'est pas le statut juridique qui pose problème, c'est vraiment la taille. Et alors, qu'est-ce qui fait à un moment qu'il y a un basculement ? Pourquoi à un moment ces coopératives elles vont pénétrer les marchés qui sont tenus par les industriels ? C'est parce qu'il y a cette idée qu'il faut investir pour ne pas être dépassé. Donc on va se dire que le basculement il s'opère plutôt dans les années 60
Et l'idée, c'est vraiment rechercher des gains de productivité avec les machines et essayer de se spécialiser. Au sein des coopératives, il y a de nouvelles normes de production qui vont être instaurées. Et puis, jusque-là, par exemple, n'importe qui, qu'on soit un tout petit agriculteur, une toute petite éleveuse, pouvait rentrer dans une coopérative à partir des années 60. Dans certaines coopératives, la rentabilité, elle va primer. Il y a des volumes minimums qui vont être instaurés pour devenir membre, quitte à ce qu'on laisse un petit paysan sur le bord du chemin. Et petit à petit, au fil des années, les coopératives, elles vont aller jusqu'à dicter aux paysannes et aux paysans ce qu'ils doivent produire pour continuer à faire partie de la coopérative. Et peut-être qu'il faut ici citer une fédération, c'est Coop de France. Donc c'est la fédération qui structure les coopératives agricoles françaises. Et quand on interroge Coop de France reconnaît explicitement, je cite, « La performance est le nerf de la guerre pour les agriculteurs comme pour tout entrepreneur. » Je cite encore, « Les coopératives cherchent à atteindre une taille critique pour faire face aux défis d'une économie globalisée. » Clairement, pour Coop de France, le dogme, ça va être l'économie d'échelle. Et quand on observe ce qui se passe en termes de fusion, de rapprochement, d'acquisition, le processus depuis une quarantaine d'années, il ne fait que s'accélérer. Et pas seulement entre coopératives, c'est-à-dire que certes, on va avoir des coopératives qui vont se rapprocher, fusionner, mais on a aussi des coop qui vont racheter des entreprises hors du champ coopératif. Et on voit se constituer des groupes d'entreprises qui vont être contrôlés par une coopérative mère, mais qui vont pouvoir réaliser des milliards de chiffres d'affaires à l'international. En 20 ans, on a 1600 coopératives qui ont successivement fusionné. Aujourd'hui, moins de 3% des coopératives qui sont regroupées accaparent plus de 85% de la production agricole. Penser qu'il est bon d'avoir des champions nationaux dans la grande compétition internationale est une idée qui dirige les politiques publiques. Cette idée façonne aussi les aides aux entreprises, les exonérations fiscales et les 1001 leviers par lesquels ces coop géantes deviennent des multinationales, presque comme les autres. Les schémas de fonctionnement sont très hétérogènes et il faut vraiment pas tomber dans ce biais qui serait de dire que la coopérative agricole, c'est un modèle unique. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que c'est très variable et les enquêtes de terrain l'ont montré quand on est allé discuter avec plein d'adhérents, donc agricultrices, agriculteurs qui travaillent avec ces coop, on a vraiment des retours très très différents. Des fonctionnements hétérogènes, oui. Mais les grandes coopératives ont pour la plupart un dénominateur commun, l'intégration verticale de toute la chaîne de production. Après, si on prend l'exemple du secteur viticole, il faut imaginer qu'il y a une bouteille de vin sur 2 en France qui est issue de coopératives viticoles. Mais là encore, dans le secteur du vin, on a des modèles de coopératives très très variables. Aujourd'hui, il y a un mastodonte qui s'appelle Cordier. La coopérative viticole Cordier, elle est issue de la fusion du groupe Vinadéis, qui était le premier groupe coopératif viticole française, et d'une filiale vinicole du géant céréalier InVivo. Et Cordier, aujourd'hui, c'est donc la plus grosse coopérative viticole. Ils ont réussi à intégrer toute la filière. Ils possèdent tous les maillons de la chaîne de l'amont à l'aval, donc c'est-à-dire depuis les intrants jusqu'au négoce. Et du coup, quand on est adhérent de Cordier, on n'a absolument pas de marge de manœuvre sur la définition du prix auquel sa bouteille de vin, ou plutôt son raisin, va être acheté. C'est vraiment Cordier qui le définit, et quand bien même Cordier va nous rétorquer que la gouvernance reste celle des productrices et producteurs avec une ferme égale une voix, dans la réalité, la gouvernance, elle est très opaque et c'est très compliqué aujourd'hui pour les producteurs qui sont adhérents à cette coopérative de savoir pourquoi son raisin est payé à tel prix en fait. Et ce que me disait un des viticulteurs qui bosse chez Cordier, c'est que d'une année à l'autre, le prix d'achat, il va être par exemple de moins 20% pour telle ou telle raison, mais qu'on ne va pas forcément justifier aux producteurs les raisons pour lesquelles on achète son vin à un prix si bas. Et puis à côté de ça, on va avoir d'autres caves coopératives qui sont pas du tout sur ce mode de fonctionnement, qui sont sur des logiques beaucoup plus territoriales.
J'ai notamment beaucoup échangé avec une coopérative qui s'appelle les Vignerons Ardéchois. Donc, c'est une petite fédération de caves coopératives dans le sud Ardèche qui se charge donc de la commercialisation et de l'embouteillage. Et là, ce que me disent les productrices et producteurs qui sont adhérents de cette petite COP-là, c'est que c'est très avantageux pour eux d'être membres de cette coopérative parce qu'ensemble, ils arrivent à mieux défendre les prix avec des productions pas énormes face à des négociants, justement. Et ils arrivent à obtenir des revenus plus satisfaisants. La négociation sur les prix est l'un des sujets de discorde majeurs entre les éleveurs porcins bretons et la Coperle. Dans le premier épisode, le journaliste Ivan Logvenov y revient longuement, car c'est la Coperle qui fixe les prix et piège ainsi les éleveurs. Mais Sophie Chapelle a observé ce phénomène dans d'autres coopératives agricoles, dans d'autres filières. Donc voilà, vraiment, on a des modèles très très différents d'une filière à l'autre. Et on pourrait aussi prendre l'exemple du lait. C'est vrai que nous, quand on a fait notre enquête, on a suivi par exemple un éleveur laitier qui est basé dans les Côtes d'Armor et qui travaillait à l'époque avec Sodial. Donc il se faisait collecter son lait chaque jour. Et il s'est retrouvé complètement pris dans une spirale de l'endettement où la coopérative qui donc fixait, déterminait le prix auquel il allait chaque jour collecter son lait, l'a également entraîné vers toujours plus d'investissements pour s'agrandir, davantage produire, jusqu'à ce que lui finalement ne soit rémunéré que 680 € par mois en moyenne. Quand nos enquêtes ont révélé qu'au sein même de ce type de coopérative, les revenus des cadres dirigeants de ces COP oscillent plutôt entre 10 000 et 80 000 € par mois. Oui, on a réussi à mettre la main sur les documents de certaines grandes coopératives agricoles. L'enquête est en ligne sur le site d'information Basta et s'intitule « Mieux vaut que tu ne saches pas ». Et effectivement, c'est très compliqué d'avoir accès à ce type de documents-là. Il y a une grande opacité sur celles, je dirais plutôt ceux, parce que c'est en majorité des hommes qui dirigent les coopératives agricoles. Mais quand on réussit à mettre la main sur ces documents-là, on constate des revenus indécents qui sont octroyés à celles et ceux, enfin plutôt ceux, je disais, qui dirigent les coopératives agricoles. Les revenus des agriculteurs et agricultrices adhérents des COP, eux, n'augmentent pas vraiment. Et ils ne disposent que de très peu de marge de manœuvre. La COP ne se contente pas de collecter aujourd'hui. Elle leur remet un plan complet à suivre à la lettre. Alors dans les autres filières, c'est effectivement le même type de mécanisme qu'on a pu observer. Donc là encore, selon les coopératives, c'est très variable. Mais si on reprend l'exemple de la filière laitière, donc quand on a creusé par exemple le cas de Triscalia, qui a depuis été absorbé par Eureden, dans le cadre du secteur des coopératives agricoles, les noms changent tout le temps. Il y a des phénomènes de fusion-acquisition qui sont continus. Donc, dans le cas de Reden, par exemple, un éleveur laitier nous disait « La coopérative, elle me fournit tout. Donc, elle va me collecter. Mais lui, en tant que polyculteur-éleveur, la coopérative va aussi lui fournir les semences pour ses pâtures, les traitements des engrais. Donc, il est complètement dépendant de cette coopérative-là. Et puis, une chose qui était complètement hallucinante, c'est qu'en fait, cette coopérative-là, elle avait aussi un magasin pour se fournir comme une épicerie. Et en fait, quand ce producteur allait faire ses courses dans ce magasin, il ne payait rien dans ce magasin. Il avait l'impression finalement que c'était gratuit. C'était simplement en fait que la coopérative prélevait directement les courses qu'il faisait dans ce magasin sur sa fiche de paye. Et si on prend encore une autre coopérative comme Limagrin dans le Puy-de-Dôme, là encore, c'est donc une coopérative qui a été créée dans les années 60 et qui progressivement s'est complètement tournée à l'international, mais qui a gardé des attaches locales, notamment dans le Puy-de-Dôme, où ils ont plus de 25 sites répartis sur le département. Et là, quand on parle avec les agriculteurs, ce qui ressort là, pour la plupart, c'est que c'est plutôt sécurisant. L'agriculteur sait que le prix ne va pas descendre sous un certain seuil, qu'il va être au-dessus du prix du marché. Par contre, il n'a pas son mot à dire sur le choix des semences qu'il utilise. Par exemple, la variété est choisie par Limagrin, les traitements, les produits phytosanitaires qui sont utilisés, mais aussi quand irriguer, quand récolter, tout est noté par le technicien Limagrin. Tous les choix qui vont être opérés par le céréalier sont en fait dictés au départ par la coopérative agricole.
Donc sur le plan des pratiques, on est très contraint. Les choix opérés ont des conséquences assez dramatiques sur le plan environnemental, puisque l'Imagrin met en place un système de culture qui n'est pas vraiment résilient par rapport aux aléas climatiques, c'est-à-dire un système de culture qui a besoin massivement d'eau et qui du coup va peiner à faire face au changement climatique en cours. C'est également des systèmes qui reposent beaucoup sur des intrants chimiques, donc qui épuisent les sols. Donc du point de vue environnemental, c'est pas très soutenable. Du point de vue du revenu, donc selon les agriculteurs, selon les filières, c'est très variable parce que par exemple, dans le secteur viticole, on sait aujourd'hui que beaucoup de viticulteurs sont en train de mettre la clé sous la porte. C'est quand même un système qui a tendance à favoriser, préserver les plus gros et à éliminer progressivement les plus petits. Tous ceux qui voudraient essayer à un moment ou un autre de reprendre un petit peu d'autonomie sur leurs pratiques sont mis de côté. Donc aujourd'hui, les grands bénéficiaires, ce qui est certain, c'est que ce sont les dirigeants, les cadres qui sont à la tête de ces COP. Fait notable, COP de France, qui fédère donc toutes ces coopératives agricoles, a fait le choix que la formation des cadres des COP soit déléguée à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une école de commerce. Sous le dogme du commerce tourné vers l'export, du commerce qui cherche à sans cesse faire de l'économie d'échelle et pas forcément à faire en sorte que celles et ceux qui produisent puissent en vivre dignement et décemment. Vous savez, être agriculteur en 2024, c'est une famille qui travaille du matin au soir et du soir au matin. L'éleveur qui aime ses bêtes, le céréalier qui voit sa Paul moisson... Mougenot, cultivateur de betteraves à sucre et membre du syndicat conservateur, la coordination rurale. Présenté comme simple agriculteur sur l'antenne d'RTL en novembre 2024, il est élu du département de l'Aisne, sous une bannière d'hiver droite. Alors maintenant, ça suffit. On vit pas de notre métier. On est les oubliés de la République. Les mouvements de colère des agriculteurs, encouragés, voire pilotés par la FNSEA et la coordination rurale, mettent en scène une profession incomprise et maltraitée par le personnel politique et les institutions. En réalité, la politique menée par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs va dans le même sens que le dogme défendu par les patrons des COP qui émargent dans ces grands syndicats. Une politique néolibérale qui s'appuie d'ailleurs sur ces coopératives agricoles. Les coopératives agricoles jouent un rôle majeur dans l'orientation des politiques agricoles. Ça va se décliner par exemple par le fait que quand on dirige une coopérative agricole, on va se retrouver à siéger dans des instances clés. Quand je dis instances clés, c'est par exemple qu'au niveau des territoires, on va pouvoir se retrouver autour de la table des SAFER. Les SAFER, c'est les instances collectives qui se chargent de l'attribution du foncier quand il y a une vente de biens agricoles. Et autour de la table, on va avoir des représentants de plein d'instances, mais parmi ces instances, on a toujours des représentants des COP. On sait que ceux qui dirigent les coopératives sont des interlocuteurs clés du côté des collectivités locales, mais aussi à l'échelle nationale, du côté du ministère de l'Agriculture. L'esprit qui domine les COP contribue effectivement à l'orientation du modèle agricole. Et actuellement, COP de France assume complètement, donc la Fédération des coopératives agricoles, assume complètement ce dogme de la compétitivité à tout prix à l'échelle internationale. À COP de France, notre mot d'ordre, c'est d'agir pour ne pas subir. Nous avons fait le choix stratégique de concentrer nos actions au service de l'efficacité économique. Oui, car les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Leurs coopératives sont tournées vers des marchés avec des clients. C'est donc bien une politique économique qu'il nous appartient de structurer, car personne ne le fera à notre place. Et ce qui fait que la coopère a une peur, panique de perdre des adhérents et des éleveurs. Et dans ce contexte-là, qui est déjà tendu, nous parler à nous comme journalistes, c'était s'exposer à des représailles qui peuvent être de plusieurs types. Ça peut être le camion qui ne vient pas collecter vos cochons. Vos cochons sont arrivés à maturité, ils ont l'âge qu'il faut, et le camion ne passera pas. Ça peut être après aussi des pénalités sur des ventes de cochons que vous auriez éventuellement réalisées à l'extérieur. Ça peut prendre plein de choses, mais il faut aussi comprendre que localement, il n'y a aussi pas que l'enjeu économique
unique la coopérative, il y a aussi le côté social, c'est que c'est un petit monde, l'agriculture. Parler, s'exposer, c'est aussi finalement se couper un peu potentiellement du monde qui est le vôtre. Ça a été très compliqué d'enquêter en fait sur les coopératives agricoles. C'est vraiment la loi du silence qui règne. J'ai le souvenir que quand on a échangé avec un des rares éleveurs qui a accepté de témoigner à visage découvert, donc je vais le citer ici parce qu'il a eu beaucoup de courage, il s'appelle Christophe Thomas. Il nous a dit, à partir du moment où on a commencé à dire à la presse ce qu'il se passait dans la COP, ou donc en l'occurrence lui c'était Eureden, le monde agricole a été 100% contre nous. Donc quand je dis le monde agricole, il a précisé, c'était en l'occurrence la FDSEA, donc la section départementale de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire. Il nous disait, il y a quelqu'un de la FDSEA qui m'a appelé pour me dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu le sais très bien, on ne doit pas mal parler de sa COP. » Et cet exemple-là, en fait, il m'a été confirmé, alors après plutôt à visage couvert, anonyme. Beaucoup m'ont dit on veut bien parler avec vous de ce qui se passe dans les COP, mais ne notez pas mon nom parce que ça pourrait mal se passer. En l'occurrence, pour Christophe Thomas, quand on dit que ça s'est mal passé, c'est qu'il y a eu un procès. Il est en procès toujours avec sa coopérative agricole parce que sa coopérative avec qui il était en conflit et qui le fournissait en aliments est soupçonnée d'avoir empoisonné les aliments qu'il lui fournissait pour mettre en péril ses animaux d'élevage. Il a plusieurs vaches qui sont mortes suite à l'empoisonnement de ces aliments-là. Le procès est toujours en cours et aux dernières nouvelles, ça risque de ne pas aller plus loin parce que les coopératives changeant sans cesse de nom, la coopérative en question aujourd'hui, on a du mal à la poursuivre parce qu'elle n'existe plus, elle a été acquise par un autre, etc. Donc c'est un cercle sans fin, c'est extrêmement difficile de s'y attaquer. On sait pas trop par quel bout prendre. Il y a aussi une forme de duplicité des pouvoirs publics. On a cherché à Basta à faire réagir, notamment le ministère de l'Agriculture. Ça a été le silence total. Et heureusement, toutes les coopératives agricoles ne sont pas des monstres. On a quand même des milliers de coopératives agricoles qui restent à taille humaine. Je pense notamment au cas des fruitières. Alors, vous avez dû entendre parler du comté. Le comté, il arrive à se développer, à garantir un bon revenu pour les productrices et producteurs de lait dans le cadre de ces fruitières à comté qui sont des coopératives, qui restent vraiment aux mains des productrices et producteurs qui dirigent vraiment la gouvernance, qui font ensemble des choix de production, qui essayent de réfléchir ensemble à la fois maintenir un revenu qui soit décent, tout en essayant d'adapter leurs pratiques par rapport aux aléas climatiques et conscient aussi qu'il faut faire évoluer ces pratiques pour que ça reste soutenable. Sur d'autres exemples, j'ai eu plusieurs exemples de coopératives dans d'autres départements, dans le vin notamment, où les productrices et producteurs qu'on a pu avoir au bout du fil nous disaient que leur revenu était plutôt correct et que le fait de ne finalement pas être seul face aux négociants, mais d'être avec d'autres productrices et producteurs pour négocier, c'était une vraie sécurité. Donc, c'est vraiment pas la question de la coopérative qui est un problème. C'est vraiment pas la question du statut juridique. C'est vraiment cette question de la taille et la question à un moment ou à un autre de l'intervention des pouvoirs publics pour limiter cette taille, faire en sorte de freiner ce processus de concentration, fusion, acquisition doit être mise sur la table. Mais jusque-là, quand on interroge le ministère, les autorités publiques sur ce sujet-là, c'est silence. Merci à Sophie Chapelle, journaliste et enquêtrice indépendante. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, vous pouvez vous abonner à la newsletter On en agro, dans laquelle elle est contributrice régulière. Vous venez d'écouter un épisode bonus de Goliath, saison 2, un podcast original coproduit par le studio indépendant La Houle et le média de journalisme d'investigation Splend. Retrouvez les 3 épisodes de cette saison 2, l'épisode 1, quand la Coperle ficelle ses éleveurs au nom du productivisme, l'épisode 2 sur le géant minier Imerys et la gestion de ses déchets à Glomel, dans les Côtes-d'Armor, et l'épisode 3 à Saint-Malo, où l'on fait l'anatomie de la pollution de l'air à l'ammoniac par la Timac Agro.
Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et surtout, envoyez-le à vos proches. La houle.